not. But there was a sense of common allegiance. This was a space where a community could form with its differences, and this dimension of respect that we have already stressed. What has happened, which I think is, as you said, not perhaps sufficiently noted, and it will be understandable that it is a Portuguese who says this, the first globalization was an attempt at transforming the Atlantic, not just the South, the Atlantic into a mare nostrum, exactly with the same idea of belonging, of allegiance, of respect. Whether that was successful or not, of course, is a matter for research. Let me give you, however, now that I gave you the view, a little bit of the difficulties. There is a community of Portuguese-speaking countries. There are 8 members, of which 6 are Atlantic. Even the idea of a common history between Portugal and Brazil, when Portugal was ruled by Brazil during a number of years after the Napoleonic invasions, has not been done. The only work that exists is a PhD thesis in 1973 at Princeton University written by Ken Maxwell, a Brit. So you see how different it is to say, wouldn't it be nice to have an Atlantic history, and then actually doing it even when the language is the same. It was someone who wrote in English and who was, as I said, Britain, even though he spent most of his professional life as historian in the US. So I think the idea is excellent. I attempted to introduce the economics in it because, as our minister mentioned, there is a tradition of a future as history that comes from the Grundrisse of Karl Marx that he mentioned here. This was written before Das Kapital, but it was not published until the 40s. Why? Because one of the tenets of the Grundrisse was, well, of course, we all know Britain will become socialist, but Karl Marx, as all of us, had a keen sense of numbers. He knew China and India were far more populated, and he was afraid that when Britain would become socialist, China and India, as forceful capitalist states, would dwarf the budding socialist revolution. So we have a sense that the measure of long progress in history is something that we need to keep abreast of, but doing it in a somewhat narrower, like a community of Atlantic objectives and interdependence, goes all the way back to the first globalization. We are now in the third wave, and I think it's a very appropriate suggestion. I just want to underline the difficulties, and this is not to doubt of historians, but they tend to have a certain reluctance to work beyond their own atmosphere, and they always take a long time writing these things. I mean, this book, 73, was only published in the mid-90s. Okay, so je doute, donc je crois. That's now, le prochain orateur, c'est Monsieur Alioune Sarr. Est-il dans la salle? Monsieur Alioune Sarr. Il n'est pas dans la salle. Alors, nous avons la possibilité d'accepter de nouvelles inscriptions, puisque nous avons encore un moment, et je demande à notre modérateur, Victor Borges, qui nous a introduit dans cette vision britannique du temps, de nous donner sa question ou son commentaire. Merci, merci Georges. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste pour ajouter un élément de réflexion. Bien entendu, il y a une liaison entre la question de la gouvernance et l'agenda économique. Mais je ne vais pas développer cette idée. Je vais m'en tenir à la question de l'agenda économique pour poser la question suivante. Quand on parle d'agenda économique, on doit se poser la question pour qui et par qui.
Et ça, c'est une question qu'il faut toujours poser. Ces questions m'amènent à parler des acteurs. Je serai d'accord avec le ministre de Salvador qui a parlé des acteurs privés, et je pense que les acteurs privés ont un rôle à jouer dans la définition de cet agenda, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, et je pense que les États, les organisations sous-régionales, régionales, voire même internationales, doivent pouvoir jouer un rôle dans la définition de cet agenda, et en même temps, cet agenda doit être un élément de travail de ces organisations. Autrement, on pourrait tomber dans le piège que nous, ici réunis, on va définir l'agenda et on va le mettre en œuvre. Et je ne pense pas que ce soit le cas. J'imagine que cette réunion, cette initiative doit avoir un effet catalysateur de ce que des gens, des organisations qui ont des mandats spécifiques doivent ou peuvent faire. Dans ce sens-là, je pense que l'on devrait parler davantage des organisations sous-régionales d'intégration. Et si je prends du côté africain, on pourrait parler du sud vers le nord de la SADC pour la communauté des États de l'Afrique australe, la communauté des États d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Afrique occidentale, la CEDEAO et l'ECOWAS, l'Union du Maghreb, l'Union arabe du Maghreb. On pourrait même parler éventuellement de l'Union africaine, parce que si on a tellement d'organisations régionales d'intégration, quelque part ça concerne aussi l'Union africaine. Et du côté de l'Amérique centrale et du Sud, il y en a aussi beaucoup, CARICOM, ODECA, Mercosur, etc., du côté de l'Europe et de l'Amérique du Nord aussi. Donc, quelque part, je me demande s'il n'y a pas ici une chance de créer des ponts avec des organisations qui sont représentatives ou tout au moins légitimes dans leur aire géographique, pour qu'elles puissent s'approprier et intégrer le thème de l'Atlantique dans leurs activités de gestion et de planification du développement, mais aussi de la sécurité, etc. Et probablement, en faisant de la sorte, on pourrait aider ou relancer le processus d'intégration, et on pourrait faire une chose dont on ne parle pas assez, promouvoir la coopération interrégionale entre des organisations régionales qui ont en commun l'Atlantique. Je voulais juste ajouter un autre point qui concerne des organisations. Et Georges, tu as parlé de la CPLP. Je voulais ajouter une organisation dont on n'a pas parlé ici, qui est ZOPACAS. Ça, c'est un nom un peu barbare, mais le sigle vient du portugais, Zone de paix et de coopération en Atlantique Sud, qui est une organisation qui réunit des pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, et qui est resté longtemps en hibernation, surtout après la fin de la guerre froide, et qui essaye timidement de relancer tout au moins la réflexion. Et je pense que dans cette réflexion sur l'Atlantique dans son ensemble, et particulièrement la réflexion sur l'Atlantique Sud
on devrait penser à cette organisation non par opposition à d'autres organisations qui existent au Nord, et personnellement, je pense que l'approche dans laquelle nous nous trouvons est une approche de recherche de complémentarité, je n'ose pas dire de consensus, mais tout au moins de complémentarité entre ce qu'on fait au Nord et ce qu'on fait au Sud. Merci. Merci beaucoup. Victor, comme d'habitude, tu as relancé l'agenda. En effet, comme tu sais parfaitement, ceux d'entre nous qui aidons le ministre à concevoir ces réunions avions toujours parlé de ces organisations. Toutes celles que tu as nommées. Elles sont évidemment en partie représentées, mais pas assez. Nous avons écouté ce matin M. Babacar Diallo, qui est le président de l'Organisation pour l'Alliance des États africains riverains de l'Atlantique, certainement pacifique, comme la ZOPACAS dont tu nous as parlé maintenant pour la partie d'Afrique australe. Mais le fait est que même dans les programmes de la Commission européenne, et je surveille mes mots puisqu'il y a de hauts dirigeants de cette institution dans la salle, les REX, comme on les appelle, dans le cadre du 8e partenariat Europe-Afrique, les REX sont des plus difficiles à faire venir à la table. Et donc nous avons cette situation un peu étriquée où des organisations qui devraient peut-être améliorer leur fonctionnement, le fonctionnement de leur secrétariat en comparant les meilleures pratiques, finissent par briller par leur absence. C'est donc un gros problème, c'est donc un gros sujet, et je pense qu'on va en tenir compte dans nos délibérations. Oui. Il va parler. Il va parler parce que tu m'en as donné l'ordre, et en plus parce que c'est un ami. Alors, Xavier Guillou. Parce qu'il était prévu qu'il parle maintenant. Où est-il? Voilà. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Il n'était pas prévu que j'intervienne, mais en tant qu'observateur et praticien des crises, je voudrais simplement faire une remarque d'ensemble qui vaut méthode pour tout le monde. Je pense que, si vous voulez, quand on a fait la première séance en 2008-2009, nous étions dans le déni de réalité, nous étions un petit peu choqués par ce qui se passait, mais nous n'avions pas pris la mesure de l'ampleur de la crise que nous avons à vivre et à assumer aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enregistre dans les propos un processus, une pathologie collective sur laquelle j'aimerais alerter tout le monde, qui est celle de l'effet de sidération. On parle beaucoup de la crise depuis le début de la journée. Alors on ne sait pas si on est en état de crise ou si c'est la crise qui est dans tous ces états. Mais une chose est certaine, on se laisse subjuguer par cette problématique de la crise qui semble nous dominer et nous submerger. Une chose est certaine, c'est que les constats sont faits depuis un certain temps. Cette vague scélérate dont je parlais en 2009 lors du premier forum de Skirat, c'est en train de se concrétiser. Et il faut prendre aujourd'hui la mesure de la réalité et des réels politiques qui vont s'installer sur l'ensemble des espaces géographiques ou géostratégiques dans le monde. J'aimerais alerter tout le monde sur le fait que les choses ne se passent jamais comme on les prévoit ou comme on les pressent. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, tout le monde prévoyait en Europe une catastrophe et c'est autre chose qui a été construit par à la fois beaucoup d'imagination, de détermination, de volonté, de résolution. La même chose en ex-Yougoslavie, quand nous avons eu les événements, on prévoyait la 3e guerre mondiale ou la 4e guerre mondiale, selon les théoriciens, c'est autre chose qui s'est passé. Aujourd'hui, on pressent ou on prévoit des situations extrêmement difficiles sur le plan économique, financier,
géostratégiques et autres, et c'est peut-être pas forcément ce qui va se passer. Donc je pense qu'il faut, comme toujours dans ces moments de transition ou de grande perturbation, on est confronté à des pages blanches, accepter de faire fonctionner l'imagination, de faire fonctionner aussi les rêves, de faire fonctionner aussi les utopies, et peut-être, comme l'avait dit l'amiral Langsad, c'est ce qui a été peut-être la force du projet européen, de se limiter en termes d'ambition à des projets assumables. C'est-à-dire d'identifier, comme ça a été le cas au départ du projet européen, un thème, quelques pays leaders qui sont capables de porter ce thème-là et d'avancer pas à pas pour construire collectivement des choses qui sont assumables et qui permettent de pouvoir modifier, je dirais, cette espèce de vision tragique de l'histoire que je sens collectivement au sein de, je dirais, de ce forum. Et plutôt que d'être dans une vision tragique de l'histoire, je préférais que nous soyons dans une vision plutôt optimiste et avec des imaginaires forts. Nous répétons ici, pour notre part, que nous croyons. Évidemment, je doute, donc je crois n'est pas une forme de pessimisme. Merci pour cet appel. Nous avons maintenant M. Bodanski qui a demandé la parole. I thought you asked for the floor. You have it. Oh, okay. There was one word that, I don't know what's happening here. There is some dispute. Once again, I goofed because there was somebody else there. Do you mind going after Mr. Bodanski? No. Okay. Okay, no, but now please go ahead because, you know. There was one word that was kind of missing from the discussion here, demography. We all mentioned that this is one of the youngest regions in the world, 52% are under 25 and so on and so forth, which is correct. But childbirth is declining in the region. Life expectancy is rising in the region. Europe is running out of Europeans for all intents and purposes. The United States is following, especially in the eastern areas, i.e. on the Atlantic shores or Atlantic basin. And the developing world, i.e. the South, is following suit one way or another, which means that by the time we will start emerging from the current crisis that we're in, there's going to be a whole new population tapestry, a whole new population basin that will have to start shoulder the responsibility of a new economy. There's going to be a demand for new services, i.e. for elder people, that do not exist right now. There's going to be a demand financial, and there's going to be a demand for expertise and so on and so forth. I fear, given the urbanization and a whole host of issues that are of security character, and therefore I'll talk about it tomorrow, that we are heading, the economic recovery that we're talking about is based on current population tapestry. By the time we emerge, it's going to be a new one and evolving away from the foundation of the current economy as far as labor distribution, sources of food, sources of resources, and so on and so forth. This is another issue that unites both rich and poor, west and east of the Atlantic, and need to be looked at very, very carefully.